Eh bien, bonjour à tous. On va démarrer par une petite citation de l'écrivain Tagore. Celui qui plante des arbres tout en sachant qu'il ne pourra profiter de leur ombre vient de commencer à comprendre le sens de la vie. Eh bien, planter des arbres, c'est ce qui nous anime tous ici, aujourd'hui, à l'occasion de cette journée Ville Verte à Paysalia. Ça va être aussi l'occasion d'échanger sur le sujet de l'arbre. Je suis Franck Prost, journaliste jardin. Et nous sommes ensemble pour une table ronde autour de l'arbre qui durera environ 1h30. L'objectif de cette table ronde, apporter un regard sur l'arbre et ses différentes problématiques. Et il y en a beaucoup, la gestion de l'eau, la renaturation des villes, le changement climatique également. On va essayer d'ouvrir des pistes de collaboration, peut-être des connexions avec les retours d'expérience de nos invités. La réintroduction d'arbres en milieu urbain crée des îlots de fraîcheur faisant baisser la température. Notre profession a un rôle majeur à jouer dans ce combat à long terme. C'est une déclaration de Laurent Bizot, président de l'UNEP. L'arbre en ville. Les enjeux gagnants, ça sera le titre de notre table ronde. Rencontre et retour d'expérience avec les influenceurs de l'arbre en ville. Nous serons avec l'AITF, l'Association des ingénieurs territoriaux et ingénieurs en chef territoriaux de France. Nous excusons Cathy Bias-Morin pour son absence et ce sera Frédéric Ségur qui la remplacera, directeur de Arbre, Ville et Paysage. C'est également le monsieur Arbre au sein du groupe de travail de l'AITF. Elle est conseillère nationale auprès du président du Conseil national des villes et villages fleuris, le CNVVF. Nous serons en présence de Martine Lesage. Il est directeur des espaces verts de la ville de Nice, Romain Betty. Chargé de mission au sein de l'association Ville et Aménagement Durable, nous serons avec Claire Topin. Nous serons également avec la présidente d'Ortis, les responsables d'espaces nature en ville, Anne Marchand. Et nous serons avec la chargée de coordination scientifique Plantes et Cités, organisme national d'études et d'expérimentation, Pauline Lai, qui est juste là-bas. Nous serons également avec le président de l'ANDEV, l'Association nationale des élus en charge des espaces verts, du cadre de vie, du paysage dans l'espace public. Nous serons avec le maire, alors pour les Lyonnais qui connaissent forcément, le maire de Caluire et Cuire, Philippe Cochet. Alors, l'arbre, la ville, eh bien, on va commencer par vous, Philippe Cochet. Alors, l'ANDEV défend la place du végétal et le paysage dans notre cadre de vie. Je cite l'ANDEV. Préserver le capital santé et le bien-être de nos concitoyens, c'est un enjeu de santé publique. Alors, on sait que la majorité du patrimoine végétal d'une ville relève bien souvent du domaine du privé. Alors, quelles sont les marges de manœuvre et les leviers des municipalités pour redonner une place à l'arbre en ville ? Comment encourager la préservation et, on va dire, l'enrichissement du patrimoine arboré en ville? Voilà nos questions. Alors, d'abord, merci pour votre invitation et merci pour cette table ronde. Je crois que tout d'abord, il faut avoir une vision politique. Quand on est un élu, on doit avoir une vision politique. Et ensuite, quelles sont les voies et moyens pour aller dans ces directions? Alors, il y a plusieurs degrés. Il y a notamment un aspect qui est légal. C'est ce qu'on appelle le plan local de l'urbanisme et de l'habitat. En clair, c'est comment on aménage un territoire, comment est-ce qu'on le végétalise, quelles sont les zones que l'on peut construire, quelles sont les zones que l'on va préserver, quelles sont les zones que l'on doit à terme penser pour après-demain. Ça s'appelle l'urbanisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme, vous pouvez préciser des espaces boisés classés, des secteurs en devenir. Vous pouvez, entre guillemets, ouvrir une palette de développement d'une commune de manière assez extraordinaire. Aujourd'hui, on sait bien que 70% du végétal est dans le secteur privé. Donc on doit s'interroger. Nous, on n'est qu'une partie de la réponse par rapport justement à cette politique globale. Donc il y a un deuxième aspect qui concerne le barème de l'arbre. Alors c'est quelque chose qu'on a un peu créé chez nous sur la ville de Caluire-et-Cuire parce que parfois des gens avaient une agression vis-à-vis des arbres. Eh bien, qu'a-t-on fait? En fait, on a mis un prix concernant un arbre. Alors, un prix monétaire, pas un prix de récompense. C'est-à-dire que, grosso modo, ce que nous avons déterminé, c'est que si quelqu'un portait atteinte à un arbre, eh bien, il devait payer, entre guillemets, le coût de remplacement, le coût accessoire qu'il devrait y avoir pour replanter. Donc c'est un affichage qui est quand même assez fort. Et puis, il faut également prévoir dans la vision de la commune l'implantation de nouvelles essences.
bien sûr, on parle du réchauffement climatique, mais pas que, il y a quand même des évolutions qui sont importantes. Donc il faut anticiper, notamment dans le type de plantation. On entend souvent des villes, oui, je vais planter des kilomètres d'arbres. Non, attention, réfléchissons à ce que l'on fait, parce que des erreurs peuvent avoir lieu. Et donc, dans cette approche-là, le rôle d'une commune, il est quand même vraiment, vraiment majeur. Et puis ensuite, on a un vecteur qui peut être ce qu'on appelle un vecteur incitatif. Nous avons notamment créé ce qu'on appelle un contrat de construction durable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une analyse du biotope avant qu'il y ait une réalisation. Et ensuite, une fois que le produit est livré, eh bien, on doit retrouver une amélioration par rapport à ce qui existait. C'est quelque chose qui, en fait, ne se faisait jamais auparavant, c'est-à-dire de quel terrain on parle, de qu'est-ce que l'on va faire ensuite, et ensuite faire en sorte que l'on puisse améliorer les choses. Et ce coefficient de biotope par surface est aujourd'hui pour nous un atout phénoménal, parce qu'on traite les dossiers en amont d'un projet immobilier, par exemple. Et d'habitude, ce qui se passait, c'est qu'on construisait et ensuite 4 arbres étaient plantés à côté. Là, on prend la problématique de manière différente. On regarde s'il y a des arbres à préserver, donc ça, ce sera intouchable. Et ensuite, on va construire autour de tout ça et on va compléter de manière à pouvoir rendre ceci. Et puis, il y a une bonne initiative qui a été notamment réalisée par, en particulier, la métropole de Lyon, nous faisons partie de la métropole de Lyon, qui est l'aide à la végétalisation des copropriétés, c'est-à-dire le fait de pouvoir co-investir avec des copropriétés, et peut-être d'ailleurs même à terme avec des propriétés individuelles, pour inciter les gens à planter. Donc il y a un accompagnement financier, et nous, la commune de Caluire-et-Cuire, nous accompagnons également de notre côté cette approche-là. Et puis il y a un rôle de conseil. Ce rôle de conseil, on a la chance d'avoir au sein de la commune des experts, entre guillemets, de l'arbre, et ils peuvent venir, alors régulièrement ils sont présents sur les marchés de la ville pour expliquer, les gens viennent avec leurs problématiques, mais surtout ils ont un rôle de conseil, ils vont sur place, ils vont suggérer un certain nombre de choses avec un œil non commercial, un œil simplement en disant: attention, cet arbre commence à être fatigué, il faut prévoir son remplacement, voilà ce qui peut se passer. Grosso modo, quand on a la chance d'être à la tête d'une commune, en fait, on a plein de leviers. Et c'est l'addition de ces leviers qui va permettre effectivement de développer l'arbre dans la ville. Et c'est indispensable, bien sûr, pour préserver ces îlots de fraîcheur, la beauté, mais l'arbre est vraiment l'élément de vie au sein d'une commune. Merci Philippe Cochet pour ces premières réponses sur le retour de l'arbre en ville. Alors maintenant, je me retourne du côté de Romain Betty. Il a porté la candidature de la ville de Nice pour le prix national de l'arbre 2023, une distinction que le CNVVF décerne depuis 1989. Quelles ont été les actions de la ville de Nice en matière de gestion de son patrimoine arboré, on va dire, qui ont collé avec les critères de ce prix? Bonjour à tous. Merci déjà pour votre invitation et l'intérêt que vous portez donc, au travail qui a été conduit par mes équipes, par aussi ce que disait Philippe préalablement, une volonté politique. Donc on est sur un alignement d'une volonté politique avec en face des équipes qui transposent un projet. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on a cette joie d'avoir eu cette récompense, parce qu'en fait, c'est un outil aussi managérial de récompense de nos équipes qui font ce travail-là depuis plusieurs années au bénéfice de l'arbre en ville. Donc pour cela, il m'a semblé intéressant de synthétiser quelques éléments que je vais vous proposer peut-être en support. Je ne sais pas si vous avez prévu mais j'avais aujourd'hui quelques éléments très synthétiques sur quels étaient aujourd'hui les facteurs clés de la réussite, on va dire, pour l'obtention du prix national de l'arbre. J'avais alors je ne sais pas dans le déroulé comment tu avais prévu ça. En fait, Romain, je pense que Martine va nous l'expliquer par la suite pour ce prix national de l'arbre. Un petit peu, elle va l'aborder, hein, mais tu peux nous l'aborder sans support. Tu as vécu l'aventure. D'accord, pas de souci. Écoutez, en fait, cette démarche-là, aujourd'hui, au sein de la ville, déjà, c'est un patrimoine, comme vous le disiez, donc, dont on maîtrise 30% effectivement de notre territoire. Donc, c'est sur Nice près de 30 000 arbres donc, référencés sur un outil donc, qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir une lisibilité claire avec un matricule. Et effectivement, bon, voilà, on y arrive
C'est ce que je voulais vous mettre en avant. Un patrimoine déjà riche et diversifié avec près de 30 000 espèces donc, qui couvrent aujourd'hui notre territoire. Une diversité végétale que l'on hérite depuis les années 1800 avec les hivernants donc, qui se sont donc, rendus sur Nice et la Côte d'Azur plus largement, où on voit ici l'illustration donc, de la diversité végétale, de l'exotisme des espèces endémiques également, avec aujourd'hui, ce que je vous disais, un référencement au niveau donc, de notre territoire. Chaque arbre aujourd'hui dispose d'un matricule avec une fiche d'entretien derrière et des actions répétées. Donc voilà, une gestion déjà sur la base d'un référencement très précis. Ensuite, on a bien évidemment, et c'est là où je mettais en avant donc, le travail des équipes, c'est-à-dire une maîtrise en interne, d'une expertise, comme le soulignait Philippe tout à l'heure. Donc le pendant de cette volonté politique doit être suivi par la maîtrise d'une expertise. Donc on est au plus près de l'arbre en permanence. Donc, et sur Nice, effectivement, on a cette chance de pouvoir être doté de moyens assez généreux pour pouvoir faire ce travail-là au quotidien. Donc voilà, c'est l'alignement de cette maîtrise d'expertise. C'est aussi, tu en parlais tout à l'heure Philippe, c'était donc la sélection végétale. Donc aujourd'hui, on a, comme d'autres collègues dans d'autres collectivités, évoqué la notion du bon arbre au bon endroit. C'est de se dire qu'un arbre qui sera approprié sur une place ne le sera pas tout autant donc sur une voie beaucoup plus étroite, par exemple. Romain, je vous coupe, c'est le principe du BAB. Du BAB, du BABE, hein, voilà, du bon arbre au bon endroit. Donc c'est un message qu'on a voulu très ludique, parce qu'en fait on a beaucoup aussi communiqué auprès donc, des plus jeunes, auprès donc, de la sphère privée, parce qu'on est là aussi pour influencer, comme tu le disais, sur les 70% du territoire restant. Donc après, aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant aussi cette nécessité de... on n'est pas seul dans cette aventure. Seul, on ne ferait pas beaucoup. Et on a, depuis plusieurs années, établi des partenariats. Donc, que ce soit avec l'INRA, avec des bureaux d'études privés, avec aussi la région. Enfin, voilà, on est au cœur d'un dispositif qui, par exemple, pour ceux à qui ça parle, ont permis de mettre au point des luttes biologiques comme contre le charançon rouge, comme le Beauveria bassiana, qui nous a permis aujourd'hui de lutter efficacement avec une méthode biologique contre l'évolution du charançon rouge sur le palmier. On a une dynamique, bien évidemment, et là, c'est l'association de cette représentation sur le terrain d'un message qui doit être porté aux plus jeunes. Alors, plusieurs opérations ont été lancées. Dans le cas de l'opération Un arbre par habitant, un élève, un arbre. Donc, on rentre dans les classes, on fait de la pédagogie, on distribue un petit plan forestier, on explique. On va planter ensuite sur le terrain avec eux. Et on a des distributions avec de l'explication. L'illustration de tout ça aujourd'hui dans l'opération d'un arbre par habitant, c'est aussi la création en ville de micro-forêts urbaines avec... Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on avance et tout doucement sur ce sujet. On n'a pas encore assez peut-être de recul sur prononcer sur l'efficacité totale de la démarche de forêt urbaine, mais on y va avec notre connaissance d'expertise d'associations végétales. Sur la slide suivante, tu as certainement donc voilà un outil. Tu en parlais Philippe tout à l'heure de sensibilisation, qui est un outil remarquable et dont on vient de se doter. La charte de l'arbre, un message donc clair, précis pour aider, accompagner, que ce soit les aménageurs publics et privés, à comment choisir quel arbre pour tel secteur. Et voilà, cette structuration s'est voulue très ludique aussi, avec la symbolique de l'arbre. Donc un outil qui a été mis en place depuis 2 ans maintenant, et qui aujourd'hui est cette référence adossée au PLUM dont tu parlais, le plan local d'urbanisme. Donc aujourd'hui, il est disponible et elle est en ligne et elle se veut totalement dématérialisée. Voilà, donc Martine, je te laisse donc la parole, peut-être Franck, et je te remercie pour votre attention. Merci Romain pour ce témoignage et ces explications pour ce prix national de l'arbre. On va en parler un petit peu également avec Martine Lesage, conseillère nationale auprès du président du Conseil national des villes et villages fleuris, le CNVVF, ces petits panneaux qu'on voit dans l'entrée des villes avec ces petites fleurs et tout ça. Après ce témoignage donc de Romain, alors moi j'ai quelques questions sur cette récompense. Quels sont les critères qui composent le jury et la question centrale, pourquoi ce label? Voilà, oui. Vous savez, on pourrait se dire
ici, pourquoi on est là, sur cette table ronde? Parce qu'au fond, on travaille tous ensemble, quels que soient les intervenants, sur cet arbre, sur l'arbre, sur le patrimoine arboré, sur tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, puisque l'arbre est vraiment notre ami. Et les gens qui sont ici sont quand même des passionnés et on veut à tout prix protéger l'arbre. On a fait le bon casting alors. Ouais, c'est dans notre ADN, nous. On dit ville et village fleuris, c'est au départ la petite fleur. J'aime pas du tout entendre ça, évidemment. Mais l'arbre fait partie aussi de notre ADN et a toujours été, comme je vais vous l'expliquer dans les quelques slides que je vais vous montrer. Voilà, donc écoutez, je commence, à moins que tu aies d'autres questions, mais je pense que ce que tu me demandes, c'est important. La fleur est importante. Vous savez, tout est important. La qualité de vie, c'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas renier ce qui est beau, ce qui nous fait du bien. Voilà, la beauté, le fleurissement, ça peut être un tableau d'impressionniste. C'est quelque chose qui est bon pour nous, pour notre santé, pour notre cœur. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, parce que vous voyez comme je suis déjà bavarde, donc vous connaissez tous ce panneau, 1, 2, 3, 4 fleurs, à l'entrée de nos communes. On parlait de la notion de récompense. Donc, je pense que je vais être très fière de recevoir ce prix la semaine prochaine. Je pense que dans notre pays, la notion de label, la notion de récompense, la notion de reconnaissance, c'est quelque chose qui est importante et dont on a besoin parce qu'il y a beaucoup de talents dans ce pays et il faut les mettre en lumière. Voilà, donc cette récompense nationale, elle est importante. Le label, c'est une feuille de route. Hein, c'est une feuille de route aussi pour nos collectivités. Alors quand même, juste un petit clin d'œil sur le début de l'aventure, des villes et villages fleuris, puisque le premier concours a été lancé par Robert Buron, qui était ministre des Transports, Travaux publics et Tourisme en 1959. 63 ans après, nous sommes encore là. Ça veut dire qu'il y a eu un gros travail de fait pour évoluer. Alors le ministre des 3T, comme on l'appelait autrefois, eh bien, c'était d'ailleurs sous le gouvernement Charles de Gaulle. Et il a mobilisé tous les préfets pour dire allez, on y va, on va embellir la France. Donc il y a eu cet appel à la mobilisation et c'était une affaire nationale qui va rayonner pendant des décennies. Nous avons, pour nous présenter un petit peu, une équipe. Nous sommes basés à Paris au ministère de l'économie et des finances. L'équipe est composée de 4 personnes et est dirigée aujourd'hui par Julien Fèvre qui est ici présent. Nous sommes sous forme associative depuis 1972 avec un conseil d'administration dont Philippe d'ailleurs fait partie. Et nous représentons les collèges des collectivités locales et territoriales. Également les filières du tourisme et du paysage. C'était pour quand même vous montrer le poids de cette association qui perdure. Nous nous appuyons sur les départements et les régions, c'est ce que nous appelons le réseau. Et ce réseau porte localement donc le label. Alors on va parler de l'arbre un petit peu. Comme je vous disais, c'est un peu dans notre ADN, mais il y a eu un déclencheur. Le déclencheur, voilà, c'est l'année 1989 où nous avons fêté le bicentenaire de la Révolution française. Et l'arbre de la liberté a été planté dans énormément de communes, des petites, des moyennes, des grandes communes. Et pour cet anniversaire, nous avions donc lancé ce prix du bicentenaire et 13 communes ont été récompensées parce que c'était vraiment un grand événement. Alors, fort de cela, le CNVVF qui est très sensible à l'arbre, et l'arbre arbuste aussi, hein, nous avons souhaité protéger aussi et faire partie de cette grande aventure de l'arbre avec nos partenaires du ministère de l'Environnement. Donc dès 1990, on a créé le prix national de l'arbre. Et alors ça a eu du succès tout de suite. On a depuis donc, ces décennies récompensé énormément de communes. Ces communes, elles ont vraiment montré un savoir-faire particulier, une belle réflexion sur la conception et la gestion de leur patrimoine arboré en ville. Je dis ville, mais c'est villages aussi. On a récompensé des villages. Donc tout le monde est dans cette dynamique-là.
Nous avons organisé un colloque, l'arbre, l'élu et les citoyens. Vous me dites si je suis trop longue, hein, tu m'arrêtes. Hein. Vous Un êtes trio. dans le timing, on n'est pas pressé, on pousse Je parle un lentement. peu vite parce que bon, voilà. Non, c'est comme le jardin, on y va lentement. Ouais, parce que Martine, je me connais, je déborde parce qu'on est un peu Mais passionnés. je vous couperai la parole, je vous couperai le micro et la régie vous coupe le micro. Hein, parfait, voilà. on coupe tout. Non, vous inquiétez pas. L'arbre, l'élu et le citoyen. Alors ça a été quand même aussi quelque chose qui nous a fait avancer. L'arbre, l'élu et le citoyen, c'est un trio indissociable, effectivement. Donc, pour l'intégration de l'arbre en milieu là, urbain, pour le coup, c'était un problème plus délicat. Et nous avons fait ce colloque en 2001 au Sénat. Et du coup, ça a conforté les communes pour adhérer encore plus et pour être encore plus candidats pour ce prix majestueux, si je puis dire. Du coup, le réseau régional et départemental a adhéré et a créé dans leur propre palmarès, dans leur territoire, également le prix de l'arbre. Donc tout ça, ça nous a poussé en avant. Alors, comment participer? Bon, en quelques mots, la commune qui souhaite s'inscrire, elle nous le fait savoir officiellement au Conseil national à Paris. On leur demande de faire un dossier de présentation sur l'arbre, ce que tu as fait. Quand même un dossier bien fourni, parce que on est sur quelque chose... alors le label, quand on passe pour le label, c'est fourni aussi, mais là, c'est plus technique quand même, je dirais. Hein. Et puis surtout, c'est la vision politique de l'arbre en ville, et ça, c'est important de bien l'expliquer, ça. Hein. Et qui est une vision à moyen et long terme. Hein, oui, parce qu'il faut séduire un jury, mais en même temps, il faut qu'on ait une perspective, comme tu dis. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Surtout dans les circonstances de réchauffement actuelles. Et puis, il y a un jury qui visite la commune, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Alors, ce prix national de l'arbre évolue sans cesse, et donc nous le protégeons. Donc, nous l'avons depuis longtemps déposé à l'INPI. Voilà, c'est le prix de l'arbre, national de l'arbre, des villes et villages fleuris. Voilà. Donc, la collectivité est évaluée dans un cadre d'une politique globale, en cohérence évidemment avec son environnement, ses grands paysages, accompagné d'une belle gestion vertueuse, innovante aussi. Il faut qu'on découvre des choses et je dirais de garder votre identité. Voilà. Et ça, c'est une autre histoire, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir les bonnes essences qui résistent, mais tâchons de garder les identités territoriales. Les critères sont exigeants, pour le coup. Je vous ai préparé quelques-uns. Alors, la stratégie municipale. Dans la stratégie, c'est la politique de l'arbre. Voilà. Les ressources que vous dédiez, par exemple aux services, hein, voilà. Les motivations, évidemment, pour le prix. La gestion du patrimoine arboré. Le recensement, le programme de plantation, le choix des essences, l'entretien, l'expertise, je me dirai si j'ai oublié quelque chose, je ne dis pas tout, le suivi sanitaire, voilà, ça c'est en gros pour la gestion. Et puis la protection environnementale, puisque nous sommes dans les îlots de fraîcheur, merci Monsieur Arbre, adaptation au changement climatique, prise en compte de la biodiversité, etc., etc. La promotion de la démarche, alors ça c'est très important, vous faites de grandes choses, eh ben, il faut le faire savoir. Ça, c'est énorme. Et puis, il faut aussi penser à ceux qui passeront après nous et à faire donc de la pédagogie et penser à former aussi une certaine jeunesse, je dirais. Donc, juste le clin d'œil. Je dois arrêter? Non, non. Juste le clin d'œil sur l'outil d'évaluation, le tableau. Celui-ci. Voilà. Donc, juste pour vous dire que, d'ailleurs, c'est comme les critères des villes et villages fleuris de nos villes, ils sont revus chaque année. Donc, on évolue, on doit être dans l'air du temps, on est complètement adapté. Et d'ailleurs, nous avons des experts qui travaillent comme vous, qui travaillent avec nous pour ça. Voilà. On sait faire beaucoup de choses, mais pas tout. Alors, le jury arbre occupe une place particulière. Parce que c'est un prix particulier. Donc, nous avons créé une équipe spécifique pour juger le prix de l'arbre.
Cette équipe, elle peut changer chaque année. Nous prenons des experts arboricoles, des professionnels du paysage, des directeurs ou des monsieur arbres des communes 4 fleurs, et puis des partenaires institutionnels complètement concernés par cette question spécifique de l'arbre dans nos cités. Donc je rappelle évidemment les lauréats. Donc on a la ville de Eu, en Seine-Maritime. Vous voyez, c'est une commune moyenne. Et alors, évidemment Nice, évidemment, nous sommes très fiers de ces 2 prix que nous allons donc décerner la semaine prochaine avec la ministre en charge du tourisme et qui, Olivia Grégoire, qui va remettre ces prix très importants. Voilà. Alors, autre sujet, c'est « touche pas à mon arbre ». Monsieur le maire, vous devez connaître un petit peu ces problématiques-là aussi. Les habitants des communes aiment les arbres. Ils aiment leur arbre, ils aiment, voilà, ils veillent aussi à l'arbre dans la ville. Mais ils manifestent aussi souvent. On abat un arbre, oh là là, oh là là. Alors là, c'est terrible. Il y a des manifestations, il y a des personnes qui s'attachent aux arbres, et puis il y a des collectifs qui sont très en colère et qui nous écrivent, nous, aux villes et villages fleuris. Et le maire doit gérer tout cela Voilà. également. Voilà. Alors nous, notre position, c'est de répondre à ceux qui sont en colère et d'aider et d'accompagner des élus qui sont parfois en disant « mais qu'est-ce que je fais? Comment je réponds ?» Justement, Martine, je me permets juste de rebondir. Nous, on a mis un système, quand on a un arbre à abattre, parce qu'on met un système de QR code qui permet à ce moment-là d'avoir la raison sanitaire pour laquelle cette démarche est initiée. Et je reconnais que ça apaise beaucoup les choses. Ou quand un arbre est attaqué de l'intérieur, extérieurement, il semble sympathique. Et qu'il devient dangereux. On le coupe et on le laisse sur place pour qu'il y ait un constat là-dessus. Mais le système de QR code rassure les habitants et permet d'éviter effectivement ce que Martine est en train de nous indiquer. Merci pour cet éclairage, Philippe Cochet. Tout à fait, parce que c'est de plus en plus qu'on reçoit les courriers et nous tenons, Julien Fèvre y tient encore plus, c'est qu'on doit répondre à chaque courrier. On ne peut pas laisser sans réponse des choses aussi importantes que ça. Donc on répond sur la pédagogie adaptée, mais également, effectivement, on conseille aussi sur la valorisation d'une souche ou d'un arbre vénérable qui n'existe plus, et que tout le monde a pleuré sa disparition, mais voilà, pour pas qu'il disparaisse totalement, voilà, on accompagne avec une communication. Voilà, donc nous sommes aussi très utiles en ce sens. Donc l'actualité nous invite à travailler de concert, politique et technique, ce qui n'a pas toujours été le cas dans certaines années. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis. Le politique travaille avec le technique, ce qui nous amène à avoir des super prix à donner d'ailleurs. Donc l'objectif, c'est de renforcer la communication sur le prix de l'arbre, parce qu'il nous faut, là vraiment, il faut lancer auprès du grand public et des collectivités. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Et c'est génial, voilà, c'est ça exactement. Et associer le ministère de l'écologie, puisque nous avions en son temps travaillé ensemble, et nous allons revenir vers eux ou eux vers nous, d'ailleurs, pour intégrer cette démarche plus fortement. Alors, je termine sur quelque chose qui me tenait à cœur, parce que je me souviens d'une image de Victor Hugo. Quand j'étais jeune, ça m'avait frappé, cette image. Il était assis sous un arbre. Et il disait « Je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. » Alors, aimons et protégeons les arbres. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette chute, pour votre intervention. Bravo, bravo, bravo. Merci pour l'éclairage, premier éclairage apporté sur cette table ronde autour de l'arbre. Je lui tourne le dos depuis tout à l'heure. Désolé, Anne. Nous sommes en présence de la présidente d'Ortis, les responsables d'Espace Nature en Ville, Anne Marchand. Alors, parmi les valeurs d'Ortis, j'ai noté agir sur les politiques publiques pour la nature en ville. Et puis j'ai checké également la feuille de route d'Ortis 2022-2025 sur la gestion de l'arbre avec les problématiques, quelle bonne gestion des arbres, quel dialogue avec les associations militantes. On en parlait un petit peu à l'instant avec l'abattage d'un arbre. Quel dialogue avec l'État. Quelles sont les difficultés, Anne, de ce dialogue avec, et quels sont les arguments gagnants ? Merci de me donner la parole. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, Ortis aussi, pour faire un petit peu d'histoire. Donc, on représente les responsables des espaces verts
publics, territoriaux. Alors on a aussi dans notre association des fonctionnaires, on est essentiellement issus du service public et on a à la fois des gens qui viennent de la fonction publique d'État et aussi de la fonction publique hospitalière. Donc c'est les trois versants du public d'aujourd'hui. Et je suis désolée Martine, mais c'est vrai qu'Ortis existe depuis 1936, donc on est un petit peu avant... un petit peu avant les villes et villages fleuris. Et c'est vrai qu'on est issu en fait, d'une amicale de fonctionnaires et d'employés techniques des services des jardins publics de France et des colonies. Parce qu'effectivement, en 1936, la France métropolitaine était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Le premier président a été donc Eugène Le Gravant, qui était un des directeurs des espaces verts de la ville de Rouen. Donc ça fait 87 ans qu'on existe aujourd'hui. Et j'aime bien le dire, mais je suis aujourd'hui la première présidente, la première femme depuis tout ce temps à être responsable de cette belle association. Alors c'est vrai que nous, ce qui nous touche sur le sujet de la gestion des arbres, pour nous, je dirais que ça représente en fait trois volets. C'est d'abord un volet de compétences, un volet aussi d'intérêt général, on l'a un peu dit dans les précédentes interventions, et c'est un sujet, l'arbre aujourd'hui est un bien commun. Donc c'est vrai que là, je vous montre des photos qui sont issues voilà, de la tempête Ciarán qui a bien fait beaucoup de dégâts sur l'ouest de la France, voire jusqu'au nord de la France. Ça, c'est des photos de nos collègues de Nantes. Est-ce que vous pouvez rester sur la... Merci. Donc la base, effectivement, c'est la compétence. Donc c'est de connaître son patrimoine, c'est de le suivre. Et c'est vrai que dans les villes, la gestion de l'arbre, elle a évolué et Martine l'a très bien retracé. Cette gestion, aujourd'hui, on récupère des aménagements, notamment en ville. Vous voyez très bien en fait que la plantation d'un arbre, ça s'invente pas. Et qu'on a des travaux de nos prédécesseurs qui ont voilà, donné lieu à des arbres qui ont été plantés un petit peu comme dans des pots, et qu'à chaque fois qu'on a des tempêtes, ben, voilà, c'est les premiers à partir, et notamment quand on a des tempêtes qui dépassent des seuils comme on a eu ces derniers temps. Donc ça, c'est sur le volet, je dirais, compétences. Sur la slide suivante aussi, aujourd'hui, comment on fait avec l'évolution justement des technologies. Et on ne travaille pas tout seul non plus à Ortis. Ortis, on a un réseau national qui a des délégations régionales. Donc là, les photos que je vous montre, c'est ce qu'on appelle des fosses dites de Stockholm, arbres de pluie qui sont aménagés à Marseille. Marseille, on a aussi des conditions climatiques aujourd'hui qui sont assez... voilà, qui sont impactantes justement pour la végétalisation de la ville et la nature en ville. On ne travaille pas, je le disais, tout seul, donc on fait partie avec le CEREMA notamment de travail qui sont issus avec Sésame, puisque les arbres, c'est un être vivant qui rend des services. Et voilà, la fonction et les services écosystémiques, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Donc quand on mobilise des compétences et de l'intelligence en fait, sur le sujet de l'arbre, c'est des sujets qui sont au cœur de la technique aujourd'hui. On ne plante pas un arbre juste pour faire beau. Il a des fonctions qui rendent service à la ville et qui nous permet en fait, aujourd'hui d'adapter la ville et de se mettre dans une position de transition écologique. On travaille aussi avec Plantécité, donc je pense que Pauline détaillera beaucoup plus. Mais Plantécité a beaucoup de programmes, donc j'en ai noté quelques-uns que peut-être tu détailleras. Mais il y a AVEC, donc c'est le suivi d'adaptation au changement climatique. Il y a le réseau racinaire aussi et le travail avec nos collègues des VRD pour justement éviter la photo précédente. Il y a le réseau AMAR aussi, et ça touche aussi un peu aux mortalités des arbres qu'on peut suivre dans l'année et essayer d'expertiser, d'analyser ces mortalités pour voir si elles ont un lien pathologique ou si elles ont un lien par rapport à l'évolution de notre climat ou à l'évolution de la ville. Il y a des programmes aussi qui sont en préparation avec Plantécité comme GEPAT, donc c'est la bonne gestion des arbres. Les sujets donc des services écosystémiques, comme je vous disais, ça tient compte aussi de la bioclimatisation. Donc pour une ville comme Marseille, ça devient des sujets qui sont quand même très importants. Et donc, plus globalement, l'arbre aujourd'hui fait partie de l'infrastructure verte. Je dirais même que c'est vraiment la colonne vertébrale aujourd'hui par la végétalisation des villes. Et c'est lié aussi à la question de la ressource en eau. Et on voit très bien, justement, sur des systèmes comme ça, comment on peut récupérer l'eau et adapter justement des fosses de plantation dans les villes en général, notamment dans les nouveaux quartiers, parce que c'est vrai que c'est plus facile de faire des travaux d'investissement importants et
et de voirie très important pour végétaliser. Et il y a une dernière dimension aussi aujourd'hui que je trouve qui est très intéressante, c'est la dimension de la data. Donc comment on peut travailler avec des modèles numériques pour modéliser justement le patrimoine arboré qu'on peut avoir dans une ville. Ça, peut-être que Frédéric t'en parlera. Et ça permet aujourd'hui de faire un travail de technique, d'anticipation, d'évolution et de répondre aussi aux enjeux de société. Donc ça, c'est effectivement la suite de ma présentation. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, les arbres, ça a été dit donc, par le maire de Caluire-et-Cuire, c'est un sujet qui est potentiellement clivant. Moi, je trouve que de toute façon, d'une manière générale, même si on est des techniciens, on est amené à dialoguer avec les habitants des villes. De toute façon, on est responsable de services publics. Donc on travaille avec les habitants, on travaille avec les élus, donc on travaille avec les citoyens en général. Le travail de médiation et de conception de la ville, il ne peut pas se faire juste avec des techniciens. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment important à prendre en compte dans la gestion technique d'un service espace vert. Donc c'est pour ça, là, je vous montre des photos de collègues, notamment de La Roche-sur-Yon sur la gauche, qui font des séances de concertation avec des panels d'élus et des panels de citoyens pour les tester sur des questions de renouvellement de la ville. On fait de la pédagogie. Là, vous voyez, c'est un collègue donc, de Charente-Maritime qui explique à son élu les plantations, le renouvellement de haies bocagères, parce qu'on travaille à la fois dans la ville, mais autour de la ville et aussi en milieu rural, donc associer les citoyens. Aujourd'hui, c'est une dimension qui est très importante dans notre métier et qui sont issues en fait, de réflexions qui sont quand même déjà très anciennes. C'est vrai que l'arboriculture, alors le prix de l'arbre existe depuis 1989, mais l'arboriculture urbaine et cette technique, cette science de l'arboriculture urbaine, elle a commencé à être définie à partir du 19e siècle. Donc la compétence, elle date aujourd'hui d'un certain nombre d'années. On a capitalisé depuis tout ce temps-là, ce qui permet aujourd'hui de s'orienter et de se tourner vers justement les enjeux de société, de les intégrer dans nos services publics. Et du coup, sur le troisième volet et les relations avec l'État aujourd'hui et sur la législation, alors on a parlé du barème de l'arbre, ça c'est dans notre association un dispositif qu'on relaie énormément. Donc ça, effectivement, pour les collègues qui sont de collectivités territoriales, intéressez-vous au barème, c'est essentiel aujourd'hui pour protéger son patrimoine arboré. Je dirais aussi en complément qu'on favorise et qu'on fait aussi de l'information auprès des élus et notamment des législateurs, notamment pour la loi des arbres hors forêt. C'est quelque chose aujourd'hui qui est quand même très important. Il y a la question de la dimension des plans de gestion aussi qu'on peut questionner, améliorer et trouver en fait des passerelles et des documents communs justement pour expliquer aussi comment on gère le patrimoine arboré au travers de plans sur plusieurs années en pluriannuel. Et ça me fait penser aujourd'hui qu'il y a une loi qui s'applique, qui a un gros enjeu dans les collectivités en termes de traitement, de gestion. C'est la loi 3DS sur la protection des allées d'arbres. Et à ce sujet, c'est vrai qu'on travaille au niveau d'Ortis avec le CEREMA pour installer et créer un grid d'instruction justement d'analyse de ces demandes d'autorisation qui vont être à formuler par les collectivités pour justifier justement des abattages d'arbres. Donc voilà, c'est tout cet écosystème-là dans lequel travaille aujourd'hui travaille Ortis. Et pour finir justement sur quels sont les arguments gagnants, j'avais à peu près les mêmes arguments que Martine sur, ah oui, c'était ma question, sur la passion qu'on a tous pour les arbres. Et ce qu'on prône effectivement à Ortis, c'est un partage de vision. Donc nous, on est des techniciens, donc on a un côté très pragmatique, c'est vrai, mais partager la vision aujourd'hui, c'est prendre toute la dimension aussi historique, culturelle, écologique aussi que représente un arbre. Comme je l'ai dit, c'est un bien commun. Ça, même si on est avec des gens, et effectivement, dans la majorité des cas, on peut travailler avec des entreprises, des aménageurs, des gens qui ont plus une vision, je dirais, de l'entrepreneuriat ou du service, des entreprises privées. Un bien commun, c'est quelque chose qu'on gère ensemble, en fait. Donc c'est une définition qui est quand même très importante. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir. Et pour moi, c'est le meilleur argument, justement, pour protéger les arbres. Merci de votre attention. Merci Anne Marchand. Je vous rappelle que vous êtes présidente d'Ortis, les responsables d'espaces nature en ville. Bonjour Frédéric Ségur.
Bonjour Franck. Alors, Frédéric Ségur, c'est un petit peu le monsieur arbre au sein du groupe de travail de l'AITF, l'Association des ingénieurs territoriaux et ingénieurs en chef territoriaux de France. C'est un ex-collaborateur de la métropole de Lyon. Et puis récemment, vous êtes devenu directeur de Arbres en Ville et Paysages, conseil en renaturation des villes. Alors, l'AITF, c'est un grand réseau. Un grand réseau des... Si je perds mes fiches, on va pas y arriver. L'AITF est un grand réseau, c'est un réseau donc d'échange et de capitalisation d'expérience. On va revenir sur le bon slide. L'AITF joue un rôle essentiel de prescripteur en matière d'études et de recherche, grâce notamment à son expertise. Et la vôtre, bien sûr. Alors qu'en est-il, Frédéric Ségur, des études et des recherches au sujet de notre sujet, l'arbre en ville? Alors bonjour à tous, ravi également d'être parmi vous. Oui, la particularité de l'AITF, c'est de regrouper à peu près 3500 ingénieurs des collectivités locales françaises, mais de tous les métiers de l'ingénierie urbaine. Donc effectivement, il y a un groupe de travail sur les espaces verts, mais il y a aussi des ingénieurs de voirie, des ingénieurs de propreté, d'urbanisme. Et c'est cette pluridisciplinarité qui est intéressante, parce qu'aujourd'hui, un des enjeux principaux de plantation des arbres en ville, c'est l'interface des métiers. Tu as parlé un peu de la culture de l'arbre au 19e siècle. Quand les villes se sont verdies au 19e siècle, il y avait une approche globale, pluridisciplinaire de l'aménagement de la ville. Et la conception de l'arbre, elle était faite en lien avec les usages de mobilité, avec les questions d'implantation des réseaux. Et ça a permis d'avoir des plantations qui ont vécu 100, 150 ans. On a encore dans nos parcs ou dans nos avenues des arbres qui sont cet héritage du 19e siècle. Au XXe siècle, on a cloisonné et spécialisé les savoirs, et du coup, les métiers se sont séparés. Et en se séparant, ils sont devenus parfois antagonistes, parfois en compétition les uns avec les autres, pour récupérer de l'espace, pour récupérer des budgets. Et dans cette compétition au XXe siècle, l'arbre n'a pas été gagnant. Et il a été souvent sacrifié pour des enjeux de mobilité, de voirie, de développement des réseaux. Et ce n'est que par la mobilisation des habitants depuis une trentaine d'années qu'on retravaille sur la question de l'insertion de l'arbre. Mais cette question de l'insertion de l'arbre, elle pose la question de faire travailler ensemble tous ces acteurs de l'aménagement de la ville. La ville, c'est un milieu complexe, c'est un milieu de compromis, et il faut créer les bases d'une culture commune. Si on n'a pas la culture commune, on est dans l'antagonisme, on est dans le conflit, et au contraire, il faut trouver des logiques de coopération. L'arbre en ville, si on le plante aujourd'hui, c'est pour beaucoup de questions, pour la santé, pour le bien-être des habitants, mais aussi beaucoup pour le rafraîchissement. Mais pour planter des arbres qui vont rafraîchir demain, il faut qu'ils puissent pousser. Il faut qu'ils déploient une canopée, une surface foliaire qui va permettre de faire de l'évapotranspiration, de l'ombrage, etc. Et pour ça, il faut un sol fertile. Ce qu'on avait compris au XIXe siècle, c'est le sol de la ville. Il est souvent stérile, voire pollué. Et si on veut faire pousser des arbres, il faut vraiment investir dans le sous-sol. Le sous-sol, c'est l'investissement sur le long terme. Et souvent, comme ça ne se voit pas, on manque de consentement à payer pour mettre de l'argent sur la question du sous-sol. Donc il y a vraiment un travail très important à faire sur la question de recréer des sols et on parle beaucoup de trames brunes, refaire des trames brunes urbaines pour des questions de biodiversité. Il y a un tiers de la biodiversité qui est dans le sol. On l'oublie parce que celle-là, on ne la voit pas. Mais c'est quelque chose de très important. Et cette biodiversité, c'est aussi celle qui va permettre aux arbres de se déployer, de se développer localement. Donc la question de l'ingénierie de reconstitution de sol, mais qui permettent en même temps de faire passer des pistes cyclables, de faire passer des voitures en évitant que les arbres se cassent la figure parce qu'ils n'ont pas d'espace pour déployer leurs racines, c'est un vrai enjeu d'interface métier entre la voirie et les espaces verts. La même chose pour l'eau. L'eau a longtemps été considérée comme un risque, et ce risque, il fallait l'évacuer de loin de la ville, et on a mis en place des politiques d'évacuation, mais finalement, on considère l'eau comme un déchet qu'on doit évacuer. Or, l'eau, c'est une ressource, et cette ressource, elle est indispensable à la nature si on veut avoir des services de rafraîchissement. Puisque le rafraîchissement, c'est l'évapotranspiration. Un arbre, c'est une pompe. Il va évaporer 95% de l'eau qu'il pompe dans le sol. Il va recharger d'ailleurs les nuages. Et cette évaporation, c'est elle qui va faire le rafraîchissement en plus de l'ombrage. Donc c'est quelque chose de très important de dire l'eau ne doit pas être envoyée dans des égouts. Il faut l'envoyer, il faut l'infiltrer pour réalimenter les nappes phréatiques. Mais il faut que cette infiltration, elle profite à la nature, parce que la nature... elle va participer à la dépollution de l'eau, mais elle va surtout participer au rafraîchissement.
Et donc là, on voit qu'il faut combiner le travail sur le sol avec le travail sur la gestion de l'eau, le travail sur le développement des espaces verts. Et donc cette complexité, elle impose de retravailler sur un vocabulaire commun à tous ces métiers pour qu'ils soient en capacité d'être en collaboration. Et au niveau de l'ITF, on a la capacité de rassembler ces différents métiers pour les faire dialoguer et poser les bases de ces questions. Un autre sujet aussi qui est au cœur de toutes nos préoccupations, on en a un peu parlé, c'est l'adaptation des palettes végétales au changement climatique. Si nous-mêmes, nous sommes soumis aux aléas et aux risques liés au changement climatique, les arbres sont des êtres vivants. Et la question qu'on se pose, c'est quelle essence planter pour qu'elle soit adaptée au climat d'aujourd'hui, mais qu'elle soit en capacité de faire le grand écart pour s'adapter au climat de demain. Parce qu'encore une fois, planter un arbre, ça a de sens que si l'arbre se déploie sur le temps long. Et du coup, on a beaucoup d'incertitudes. Et là aussi, il y a tout un champ de réflexion et d'études, notamment en lien avec tous les acteurs de la filière paysage, les pépiniéristes, les concepteurs, les entreprises de paysage, sur cette question de l'adaptation des palettes végétales, de la production d'arbres peut-être plus résilients et de la plantation dans ces conditions de qualité qui allient fertilité du sol et gestion de l'eau pour avoir des plantations durables qui rendront des services sur le long terme. Ça, c'est les choses essentielles. Après, Philippe Cochet en a un peu parlé, ce sera mon dernier point d'attaque, c'est la question de comment on anime une dynamique de territoire pour adapter la ville. Hein, certes, la collectivité doit être exemplaire, elle doit donner l'exemple, elle doit montrer ce qu'il faut faire, mais finalement, si on travaille sur le domaine public, on travaille sur 10-20% de l'espace. Et même si on était exemplaire sur cet espace, ce n'est pas suffisant puisque les enjeux de changement climatique, comme les enjeux de qualité de l'air, les enjeux de paysage, etc., c'est des enjeux, les enjeux de biodiversité, tout ça, c'est des enjeux de territoire. Donc c'est 100% du territoire sur lesquels il faut avoir une réflexion. Et donc la question, c'est comment la collectivité, elle doit un peu changer de manière de faire. Certes, elle doit être exemplaire chez elle, mais elle doit créer cette dynamique, elle doit faire ce travail d'animation qui va permettre de sensibiliser tous les acteurs du territoire et de se dire que finalement ils ont leur propre responsabilité dans l'adaptation de la ville et que si demain ils veulent vivre dans une ville agréable, fraîche, il faut qu'ils participent. Et là, on parle de tous les espaces, notamment qui génèrent ce qu'on appelle des îlots de chaleur, les zones commerciales, les zones industrielles et les zones où on peut justement faire ce travail. Et là, la difficulté, c'est que ces gens, il faut d'abord les sensibiliser, mais ensuite, il faut les accompagner. Parce que même s'ils sont sensibilisés, ils ont besoin d'incitation. Alors ces incitations, elles peuvent être financières. On a parlé de l'aide aux copropriétés pour la plantation. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Mais parfois, notamment pour les entreprises, ce n'est pas forcément les questions financières qui sont intéressantes. C'est peut-être d'autres formes d'incitation. Ça peut être du conseil. Souvent, on voudrait faire, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas à qui s'adresser. Donc, il y a un rôle de facilitateur qui est à mettre en place pour aider. Et puis, il faut imaginer qu'il y a plusieurs modes de gouvernance qui peuvent se mettre en place. Il y a des groupes d'habitants qui veulent faire des choses et il suffit peut-être de leur donner de l'espace, une certaine liberté pour que les choses se fassent. Et ça, c'est très important parce que souvent, on pense la ville par rapport aux grands projets. À Lyon, on aménage le quartier du Confluent, on aménage le Carré de Soie, etc. Mais il faut savoir que les grosses opérations, elles ne touchent qu'un peu moins de 1% de la ville chaque année. Et donc, les enjeux d'adaptation, c'est des enjeux de court terme. Le changement climatique, il va très vite. Et si on suit uniquement les grands projets, ça veut dire qu'il nous faudra 100 ou 200 ans pour adapter la ville, si on est vertueux aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas miser uniquement sur les grands projets, il faut aussi miser sur les micro-projets. Et les micro-projets, c'est toutes les opportunités qu'on peut avoir de désimperméabiliser, de renaturer, de planter un arbre, de faire de l'ombre. Et ça peut se faire à toutes les échelles et même aux échelles les plus fines. Et donc, c'est pour ça qu'il faut trouver cette capacité à argumenter, à mobiliser, à créer une dynamique de territoire pour que ces micro-projets, ce soient eux, finalement, qui soient les vrais vecteurs d'adaptation de la ville au changement climatique. Merci Monsieur Arbre, merci Frédéric Ségur. Je rappelle que vous êtes directeur de Arbre, Ville et Paysage. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes sur une table ronde autour de la thématique de l'arbre
en ville. Et je rejoins donc Claire Topin. Bonjour Claire, vous êtes chargée de mission à Ville et Aménagement Durable. C'est un réseau de professionnels du bâtiment et de l'aménagement durable en Rhône-Alpes. Alors, comment rendre sa place à l'eau, au sol et à la végétation en ville et à l'arbre? Ce sont des questions que vous posez avec votre groupe de travail, en fait. Alors, quelles sont les réponses que vous apportez, qu'apporte l'association et qui a pour but de faire évoluer les standards de la construction? On parle un peu déjà de ces problématiques. Alors, quels sont les éléments de réponse? Merci. Donc bonjour, Ville Aménagement Durable. Donc effectivement, c'est un réseau de professionnels du bâtiment et de l'aménagement. Donc je vais vous inviter un peu à dézoomer par rapport à l'arbre. Mais déjà, Frédéric Ségur a fait une bonne introduction par rapport à ce que je vais dire, donc c'est parfait. Donc en fait, le cœur de nos actions repose principalement sur nos échanges avec nos adhérents, donc qui sont à la fois la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et tous les métiers connexes liés à l'aménagement, liés au bâtiment. Et on a constaté depuis plusieurs années qu'il y avait un problème au niveau de la relation, de la communication entre tous les acteurs de l'aménagement pour arriver à faire une ville durable, résiliente, comme l'a évoqué juste avant Frédéric Ségur. Et on est parti sur l'idée de créer une frise qui reprenait vraiment toutes les étapes du processus d'aménagement du territoire, de la ville, ou même d'un projet d'aménagement jusqu'à la livraison d'un bâtiment, en y associant à chaque fois les acteurs concernés, qui permet d'avoir vraiment une vision globale de ce processus et de mieux comprendre qui intervient quand, à quel moment, pourquoi, etc. Donc qui permet d'avoir un support en fait, de dialogue. Donc, comme l'a rappelé juste avant Frédéric Ségur, c'est aussi partir du constat qu'on est dans une société fragmentée, on est très spécialisé, on travaille beaucoup en silo, donc c'est ramener du lien entre tous les métiers. Et puis en 2022, on a commencé à travailler avec le GREI, le groupement de recherche sur l'animation et l'information sur l'eau, donc qui est un peu notre équivalent, mais plutôt auprès des acteurs de l'eau et qui a plus de liens aussi avec la recherche. Et qui est venu vers nous en nous disant on a besoin que les acteurs de l'eau échangent davantage avec les acteurs de l'aménagement. Et on a retravaillé à ce moment-là sur cette frise pour justement intégrer davantage la problématique de comment on améliore la gestion de l'eau, comment on intègre davantage la notion de gestion de l'eau dans le processus d'aménagement. Donc on a fait 2 journées justement de rencontres de nos 2 réseaux pour aboutir à une nouvelle version de la frise qui n'est pas parfaite, qui n'est pas exhaustive, mais c'est pas forcément le but. Le but, c'est plutôt d'avoir un support de dialogue pour ces différents acteurs, pour justement débattre sur là où ils peuvent mieux communiquer, dialoguer. Et cette frise s'accompagne aussi de recommandations. Donc on a commencé à élaborer sur justement à quel moment on peut mieux intégrer cette gestion de l'eau. Et donc notamment il y a une recommandation au niveau de la planification territoriale, la planification des SCOT, PLUI, PCAET, etc., où on peut intégrer une doctrine territoriale sur la résilience et la gestion de l'eau. Donc là, on prend l'exemple de la métropole de Lyon qui a mis en place cette doctrine. Au niveau définition du projet d'aménagement, penser aux subventions dans le cadre du plan de financement. Là, on a l'exemple du Grand Chalon qui nous a fait part de leur retour sur le fait qu'ils avaient fait un projet de parking perméable et qu'ils n'avaient pas demandé d'aide de l'agence de l'eau qui, en l'occurrence, fournit des aides sur ce point-là et qui permet justement de aussi faciliter le passage à l'action. Un cahier des charges eau pluviale au niveau de l'opération, qui soit bien détaillé, qui définisse des objectifs assez précis pour le maître d'œuvre. Et aussi une recommandation sur le suivi de chantier pour assurer plus d'agilité au niveau du suivi de chantier pour adapter les solutions fondées sur la nature et éviter les surcoûts. Voilà, c'est des exemples, mais c'est à approfondir et je vous invite à en reparler si vous le souhaitez. Ça peut être un support qu'on peut mettre à disposition parce que le but c'est, donc là vous voyez la suite de la frise sur la conception, la réalisation, exploitation et on va jusqu'à
l'étape de réhabilitation. Et donc le but, c'est que on puisse diffuser les recommandations, cette frise, et qu'elle puisse être utilisée comme support de travail, comme support pédagogique, que ce soit au démarrage d'un projet, que ce soit pour une collectivité qui veut partager, faire dialoguer en fait ces différents services autour de cette problématique. Donc voilà, on reste à disposition sur ce sujet. Merci Claire Topin. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à Ville et Aménagement Durable, donc un réseau de professionnels du bâtiment et de l'aménagement durable en Auvergne-Rhône-Alpes. Quelle patience, n'est-ce pas ? Pauline, le sujet est vaste et les intervenants sont passionnants. Alors Pauline Laille, vous êtes chargée de coordination scientifique à Plantécité. Plantécité, c'est un organisme national d'études et d'expérimentation spécialisé dans les espaces verts et le paysage. Vous êtes parrainé par l'Association des maires de France et reconnu par les ministères du Développement durable et de l'Agriculture. Alors on a abordé beaucoup de sujets, mais j'ai encore une question. Quels sont les défis aujourd'hui scientifiques et techniques pour développer, merci la régie, pour développer la présence de l'arbre en ville ? Merci beaucoup pour avoir invité Plantécité à cette table ronde et pour la qualité des échanges. Beaucoup a été dit déjà sur les défis pour le développement de la trame arborée en ville. Il y a 3 points pour moi qui restent vraiment très marquants dans l'ensemble des témoignages et que j'aimerais reprendre pour pouvoir aller un petit peu plus loin encore. On le constate aujourd'hui dans notre quotidien à tous, que ce soit les élus, les acteurs techniques, les structures de soutien et d'appui aux différents métiers. Les arbres meurent, ils souffrent de l'évolution du climat, ils souffrent de nos pratiques aussi d'aménagement. Et il y a un enjeu à préserver les arbres existants. Il y a un enjeu également à développer cette trame arborée en réalisant de nouvelles plantations. Et là, on se heurte assez rapidement à des questions d'ordre technique. Certaines ont été évoquées ici, mais également d'ordre réglementaire, économique, social, politique. Évidemment, la question des silos métiers a été aussi évoquée. Et sur chacun de ces points, Plantécité, avec ses partenaires, et qui sont nombreux, il faut le souligner, propose différents travaux pour apporter de nouvelles références aux professionnels. En particulier, pour reprendre ces différents points, pour mieux comprendre l'état des arbres aujourd'hui et fournir des outils appropriés pour la protection des arbres existants. On a lancé ce travail qui a été évoqué par toi, Anne, sur l'observation des arbres morts et dépérissants. On se dit aujourd'hui les arbres meurent du fait du changement climatique. C'est vrai, c'est pas vrai. Le changement climatique est un coupable idéal, finalement, qui révèle des dysfonctionnements dans toute la chaîne de valeur. Et ça a été suffisamment dit déjà, toutes ces interfaces entre les métiers au moment de l'aménagement, de la conception, tous ces changements de main entre les différents acteurs au fur et à mesure de la vie de l'arbre, de la plantation au transport, à la plantation, la production, transport, plantation à proprement parler, puis la gestion ensuite. Voilà, dans ce programme AMAR, on essaye de faire le point sur toute cette chaîne, identifier les faiblesses potentielles dans chacun des maillons et rassembler les professionnels autour de la table pour faire le point sur les pratiques et les améliorer encore. Il y a quelque chose aussi qui se passe dans les esprits, parce que c'est pas facile de parler concrètement des échecs, mais il faut quand même pouvoir examiner ça. Pourquoi on a aujourd'hui des échecs de plantation, des arbres qui ont des difficultés à reprendre, comment est-ce qu'on peut améliorer ça ? Les arbres, les effets poireaux, entre guillemets, qu'on a vu un petit peu sur certaines images, des arbres qui n'ont pas développé de racines et qui tombent aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut éviter ça à l'avenir, de sorte que les arbres qu'on plante aujourd'hui, dans 100, 120 ans, on puisse en bénéficier, de la même manière qu'aujourd'hui, on a encore des arbres centenaires dans nos villes. Voilà, on essaie de s'inscrire vraiment dans cette trame-là. Et dans ce programme AMAR, du coup, une des manières de procéder, outre cette analyse des dysfonctionnements potentiels et le rassemblement des acteurs métiers autour de la table, ça va être de procéder à une sorte d'autopsie, entre guillemets, des arbres promis à l'abattage. Donc on va profiter
des difficultés rencontrées sur le terrain pour aller voir ce qui se passe concrètement, excaver les systèmes racinaires des arbres qui sont d'ores et déjà perdus, qu'il va falloir remplacer, et profiter de ça pour développer une expertise scientifique et informer du coup tous les métiers pour améliorer les pratiques de plantation et les stratégies de plantation également. Il y a un outil qui a été mentionné par plusieurs d'entre vous, c'est le barème de l'arbre. Très important. Mais merci de le souligner. On a travaillé, Plantécité ainsi que le CAUE de Seine-et-Marne et l'association Copalm sont les 3 co-auteurs d'une méthode d'évaluation de la valeur monétaire de l'arbre individuel. C'est le barème de l'arbre vie et bed. Donc on a 2 volets qui peuvent être mobilisés pour préserver les arbres existants, justement. Le premier volet vie va permettre, à travers une grille d'évaluation de l'arbre, de noter ses caractéristiques, son état mécanique et physiologique, son intérêt dans la structure paysagère dans laquelle il s'inscrit, les avantages et les inconvénients à sa présence aussi. On n'a pas une vision angélique de la présence des arbres. Parfois, certains sujets représentent des désagréments pour les usagers. Il faut pouvoir en tenir compte aussi. Et on essaye d'objectiver en fait l'intérêt de cet arbre-là en particulier. Et le volet vie apporte une valeur en euros accompagnée d'une fiche qui fait le bilan des forces et des faiblesses de cet arbre-là. Et cet ensemble peut être utilisé pour arbitrer, pour discuter de l'intérêt du maintien ou non de cet arbre et sensibiliser aussi à sa présence. Par exemple, avant un chantier de travaux, on explique voilà, le patrimoine en présence sur l'emprise de l'intervention, il y en a pour 30 000, 100 000, 300 000 euros, etc. Le volet bed, quant à lui, dès lors qu'il arrive quelque chose à un arbre, le barème d'estimation des dégâts permet de quantifier les dégâts et d'exprimer là aussi de manière monétaire un dédommagement qu'on va pouvoir aller réclamer à l'auteur de dégâts. Donc voilà un exemple d'outil pour la préservation du patrimoine aussi. Sur les aspects réglementaires, le rôle des plans locaux d'urbanisme a été souligné. On a aussi travaillé là-dessus sur un recueil des outils pour intégrer la place du végétal et de la nature dans les documents d'urbanisme. Donc ça, c'est une ressource qui est d'ores et déjà disponible. Un recueil qui fait le point sur les coefficients de biotope par surface, sur les coefficients de pleine terre, sur les différentes OAP qu'on peut mettre dans les documents, la manière d'adapter les règlements écrits, les règlements graphiques pour mieux décrire et proposer des prescriptions pour le développement et la préservation de la nature en ville et en particulier aussi des arbres. Autre chose qui a été dit finalement, c'est l'importance aussi du choix des essences pour les nouveaux aménagements. Aujourd'hui, il existe déjà des outils d'aide à la décision. L'outil Sésame a été mentionné, porté par le CEREMA. En fait, pour alimenter ces outils, on a besoin encore d'une somme de travail. En fait, Plantécité s'est associé avec le CEREMA et l'ADEME pour travailler sur cette base de connaissances et renseigner sur autant d'essences que possible les notions de résistance climatique et de potentiel de rafraîchissement. Concrètement, les arbres qu'on va choisir pour les aménagements d'aujourd'hui, quelle est leur capacité à survivre à l'évolution du climat ? C'est la première chose qu'on leur demande, c'est d'être encore là dans 30 ans, dans 50 ans, dans 120 ans, d'avoir les caractéristiques en tout cas physiologiques, biologiques pour le faire. Ensuite, charge à nous de leur offrir le bon contexte aussi de développement pour pouvoir exprimer ce potentiel et continuer à survivre. Donc, dans ce programme qui s'appelle AVEC et qui a été mentionné pour adaptation du végétal au climat de demain, on réalise une compilation des connaissances disponibles à ce jour sur les caractéristiques des essences qui vont permettre leur survie et permettre la fourniture de ce qu'on appelle les services climatiques, donc d'ombrage et de rafraîchissement. Enfin, je voudrais juste illustrer la question des silométiers et la manière dont on peut aborder ça, fournir des outils finalement pour faciliter le dialogue et la prise en compte des sujets de manière transversale. On a en particulier en ce moment deux projets assez différents qui adressent cela.
Un premier qui s'appelle Arche s'intéresse finalement à la végétalisation des espaces patrimoniaux. Et là, c'est finalement la manière de... comment est-ce qu'on peut concilier patrimoine historique et architectural avec patrimoine paysager et développer la trame végétale aussi dans des espaces qui sont perçus comme ayant toujours été très minéraux, très bâtis, avec des enjeux de préservation des vues, des ambiances, etc. Donc là, on essaye de trouver des outils pour faciliter le dialogue entre les élus qui sont dépositaires des attentes aussi des citoyens, les services techniques et puis, par exemple, les architectes des bâtiments de France qui sont garants de la préservation de notre patrimoine historique. Ensuite, il y a le projet aussi réseau sur l'aménagement des cohabitations entre les racines des arbres et les réseaux enterrés. Et là, c'est très intéressant parce qu'on arrive à rassembler autour de la table autant les experts et les gestionnaires de l'arbre que, évidemment, les concessionnaires des différents réseaux et puis aussi les professionnels de la détection, les géomètres, voilà, principalement ces métiers-là, pour comprendre, en fait, faire le point déjà sur les idées reçues, connaître les contraintes des autres métiers. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre, qu'est-ce que c'est qu'une racine, qu'est-ce que c'est qu'un réseau, quelles sont les attentes en termes des caractéristiques des sols pour que chacun de ces systèmes puisse fonctionner, quelles sont les possibilités ou les limites au rapprochement dans l'espace, est-ce qu'on peut cohabiter dans les mêmes volumes ou au contraire, est-ce qu'il faut un volume pour chacun, faire le point aussi sur la réglementation, il y a une quantité de textes à l'interface entre les réseaux vivants et les réseaux de distribution, de communication et d'énergie. Etc., etc. Donc voilà, là on est en train de travailler sur un guide technique pour aménager cette cohabitation. Évidemment, il y a encore beaucoup de sujets et je vous invite à poursuivre l'échange peut-être à la suite de cette table ronde. Merci. Exactement, merci Pauline. Pauline Lai, je vous rappelle que vous êtes chargée de coordination scientifique à Plantes et Cités. Alors, l'arbre en ville est donc un patrimoine en puissance. L'arbre en ville, les enjeux gagnants, c'était le thème de cette table ronde. Merci à vous pour être venu nous rencontrer ici à Paysalia et parler de l'arbre en ville. Vous êtes, on va dire, un peu un lobby d'utilité publique. Si d'autres ne le font pas, vous êtes au moins là pour cela. Merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde. On va effectivement, comme le rappelait Pauline, continuer cet échange riche et très intéressant autour d'un verre, puisqu'il y a un cocktail dédié aux collectivités qui vous attend sur cet espace Agora. Bonne fin de visite sur Paysalia et bonne journée à vous.